Combien de familles déplacées à Bukavu? Des centaines peut-être, qui ont trouvé refuge dans les quartiers périphériques, comme Ushindi Mbu Ndwa et son bébé de 2 mois. Ils ont fui les affrontements violents la semaine dernière entre le M23 et les Wazalendo à Nyangezi, à seulement 30 km de là. Ce sont les témoins de la poursuite des affrontements au Sud Kivu. Les Wazalendo et le M23 se sont affrontés. Nous avons entendu les balles siffler et donc on a été obligés de partir et venir ici à Bukavu. On est accueillis, mais aujourd'hui nous ne vivons pas bien. Les enfants sont souffrants et nous manquons de tout. Il faudrait que des personnes de bonne volonté nous viennent en aide avec du savon, de la farine. Les Wazalendo sont des groupes de civils armés qui agissent comme supplétifs de l'armée congolaise. Si les rebelles du M23 contrôlent le chef-lieu du Sud Kivu, les Wazalendo ne sont pas loin. Jusqu'à ce mercredi, des affrontements ont eu lieu dans plusieurs villages du territoire de Kabaré autour de Bukavu. Ces violences interviennent au moment où le gouvernement congolais et des responsables de l'AFC M23 discutent à Doha, au Qatar, dans le prolongement de l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC à Washington fin juin. Mais depuis Uvira, en zone contrôlée par le gouvernement, un porte-parole de la coordination des Wazalendo affirme qu'ils ne font que répondre à des attaques. L'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais ne concerne pas les volontaires Wazalendo que nous sommes. Ça ne nous concerne pas. Les M23 bar et AFC ont essayé d'attaquer nos positions. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Quand il y a une action, il faut qu'il y ait une réaction. Nous avons réagi à ce qu'ils ont fait. Donc, nous sommes prêts et nous sommes derrière le chef de l'État. L'armée congolaise, elle aussi, dans un communiqué, affirme avoir été victime d'une série d'attaques menées par les rebelles et les forces rwandaises. De son côté, l'AFC M23 dénonce aussi des violences. Laurence Kanyuka, leur porte-parole, alerte la communauté nationale et internationale sur, je cite, les massacres persistants perpétrés par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Tous les matins, les démineurs vérifient la route qui mène de Monguno à Baga vers le nord. Ils sont à la recherche de mines posées peut-être pendant la nuit. Une nécessité pour assurer un minimum de circulation. Dans l'extrême nord-est du Nigeria, pas très loin de la frontière avec le Cameroun, Monguno est une citadelle assiégée. La région est le domaine des milices islamistes, ISWAP ou Boko Haram. Depuis le début de l'année, une douzaine de bases militaires ont été attaquées, parfois même envahi. Il y a 3 mois, cet endroit a été attaqué 2 fois en l'espace d'1 mois et les vaillantes troupes stationnées ici ont tenu bon, ont combattu et ont repoussé l'attaque. C'est ce qui a motivé l'amélioration de la construction du poste d'observation. Des kilomètres de tranchées ont aussi été creusés. 12 postes de contrôle tenus par l'armée filtrent les entrées et sorties de la ville. Monguno, une ville de plus de 100 000 habitants, est devenue un refuge pour les populations de tout l'état de Borno et parfois de plus loin. Ici, les paysans se contentent de cultiver les terres les plus proches. J'avais des terres à plus de 5 km d'ici que j'ai dû abandonner car Boko Haram avait pillé mes récoltes et mes engrais. Si l'armée arrive à protéger les grandes villes, elle n'a pas les moyens de poursuivre les groupes armés sur leur territoire, dans les zones les plus reculées. Et depuis le début de l'année, l'augmentation des attaques est inquiétante, d'autant que ces formations djihadistes disposent de nouvelles armes, comme des drones, utilisés pour la première fois le 24 décembre contre une base militaire. Sur des centaines de mètres, des puits et des milliers d'hommes en quête d'un précieux métal, l'or. Nous sommes dans la mine de l'Omera, dans la région du Sud Kivu. Ce village, autrefois paisible, s'est transformé en l'un des plus grands sites miniers de la région. Chaque jour, de nouveaux arrivants s'entassent dans des abris déjà surpeuplés. Dans ces conditions, l'arrivée du choléra n'a surpris personne. En quelques semaines, l'épidémie s'est emballée, poussant Médecins sans frontières à s'y déployer en urgence. Ça fait 2 jours. Je suis ici depuis 2 jours. On m'a amené dans un état critique. Je souffrais de diarrhée et aussi de vertige. On m'a examiné puis on m'a donné des médicaments, des sirops et j'ai reçu du sérum. Au bout de 3 jours, je me sens mieux.
Que Dieu bénisse cet hôpital. Car s'il n'existait pas, je serais déjà morte. Je vous dis un grand merci. À Lomera, le problème c'est l'eau. Le lac situé à proximité du village est gravement contaminé par la bactérie. C'est pourtant la seule source accessible pour les mineurs. Cette absence d'eau potable combinée à des conditions de travail très précaires et des abris surpeuplés ont créé un foyer de contamination. Dans la mine, le choléra s'est propagé bien plus vite que partout ailleurs dans la région. Ce qu'il faut dire en rapport avec la zone de santé de Katala, qui a 1271 cas, 90% de ces cas proviennent des sites miniers de Lomera. Aujourd'hui, Médecins sans frontières parle d'1 millier de personnes infectées à Lomera, tout en estimant que le chiffre pourrait être encore largement sous-évalué. Plus de 8000 personnes ont été vaccinées, mais les doses de vaccins viennent à manquer. Officiellement, dans la région du Sud Kivu, 28 personnes seraient décédées du choléra depuis le début de l'année 2025. Faustin Zongo a franchi le pas. Cet agriculteur s'est offert les services d'une entreprise spécialisée dans l'utilisation de drones. C'est la machine, et non pas ses ouvriers, qui pulvérise ce jour-là un insecticide sur ce champ de fruits de la passion, situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest d'Abidjan. À l'achat, ce type d'engin coûte entre 3 et 9 millions de francs, soit entre 4 500 et 13 500 euros. Beaucoup trop cher pour lui. Mais à la location, les tarifs sont abordables, 15 000 francs les 10 minutes, une vingtaine d'euros, et le gain en temps est énorme. Normalement, pour un hectare, il faut au moins faire 2 jours pour un hectare. Voilà, bon. Donc avec le drone, bon, je vois que nous avons utilisé 5 hectares pour, je ne sais pas combien de temps on a mis, mais pas plus que 2 heures de temps. La technologie permet d'alléger un travail agricole pénible, de remplacer des pratiques archaïques qui abîment les hommes et les femmes qui travaillent la terre, avec un rendement amélioré. Ajoutez un point dans la zone cartographiée. De quoi séduire les agriculteurs qui se lancent dans le métier. Il y a de plus en plus de jeunes qui font un retour à la terre et qui sont intéressés, qui viennent vers nous pour demander le drone pour leur champ. Parce qu'ils ont vu que le véritable trésor se trouve dans la terre. Cette autre société, basée à Bingerville, a elle aussi misé sur l'utilisation de drones dans l'agriculture. Ils lui permettent de collecter puis d'analyser des données utiles aux exploitants. Où, quoi et comment planter, par exemple. Étant à Abidjan, comme je n'ai pas trop le temps, je prends mon portable, il suffit d'aller sur le site et je vois tout ce qui se passe là-bas, même le mouvement des ouvriers et le travail qui se fait là-bas. Et ça me permet, moi, de me concentrer sur autre chose. Le directeur de l'entreprise assure que son logiciel permet aussi d'anticiper et d'optimiser les rendements. Il propose ses services pour quelques dizaines de milliers de francs, quelques dizaines d'euros, comme tarif de base. Lui-même issu d'une famille d'agriculteurs, il connaît bien la rudesse du métier. Il passait des semaines à chercher une maladie. Aujourd'hui, vous avez un objet volant, donc un drone qui survole la plantation et qui détecte la maladie en quelques minutes. Il pulvérisait à la main, manuellement, pendant des heures et des heures et des heures. Aujourd'hui, en 5 minutes, on couvre un hectare. C'est comme un jeu pour eux. L'agriculture reste le pilier de l'économie ivoirienne. Elle emploie la moitié de la population active. Les cultures du cacao, de l'EVA, de la noix de cajou dominent. Mais la mécanisation reste faible et la main-d'œuvre est vieillissante. Les autorités misent sur les nouvelles technologies pour attirer les jeunes générations vers ces métiers difficiles. Paul-Marie Ouattara est ingénieur, spécialisé dans l'agritech, comme on appelle ce secteur, qu'il croit lui aussi porteur en Côte d'Ivoire. Il organise des concours de robotique comme celui-là, en espérant convaincre des étudiants de choisir sa voie et de se mettre eux aussi au service de l'agriculture de demain. C'est une agriculture, on va dire, qui est améliorée, augmentée au travers des nouvelles technologies, que ce soit les robots, les drones, l'intelligence artificielle, le traitement de données, l'IA, qui vont permettre justement d'aider l'agriculteur à avoir peut-être davantage de contrôle, de maîtrise de sa récolte, de contrôle de sa récolte, un meilleur suivi de ce qu'il fait.
Le secteur connaît un essor mondial et aussi africain. Le ministère ivoirien de la transition numérique note une augmentation du nombre de start-up spécialisées dans l'agritech. Et cette tendance s'observe aussi au Bénin, au Nigeria et au Kenya. Intoxication au botulisme ou empoisonnement. Depuis l'anniversaire mortel du 14 juin dernier, ayant coûté la vie à au moins 29 personnes, les familles ne savent toujours pas. Sensation d'étouffement, incapacité à parler, vision trouble, la majorité des victimes présentaient les mêmes symptômes, typiques du botulisme, une bactérie alimentaire puissante et mortelle. Depuis, les rumeurs et la psychose règnent dans la capitale. Les consommations de produits frits ont beaucoup diminué depuis cette affaire d'intoxication alimentaire, alors que les ingrédients nous coûtent cher. Tout ce qui contient de l'huile, ils n'achètent pas. Ils ont simplement peur. S'appuyant sur les analyses d'un laboratoire français, les autorités affirment qu'il ne s'agit pas de botulisme, mais d'un poison tenu secret pour des raisons de sécurité. Après enquête, nous avions identifié le laboratoire. L'Institut de médecine légale de Strasbourg n'a pas la capacité de détecter le botulisme et les analyses faites ne permettent pas de conclure à un empoisonnement. Après avoir sollicité le ministre de la Santé à plusieurs reprises, nous sommes autorisés à interroger des subordonnés pas directement impliqués dans le dossier. C'est pour ça. Vous l'avez? Non, j'ai pas le nom. Je sais pas le nom, mais on m'a dit que c'est de l'empoisonnement. Et moi, je veux pas savoir quel empoisonnement. Mais puisque c'est l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement. Tout le monde peut empoisonner, hein. Peut-être il y a beaucoup de poisons qu'on peut empoisonner. L'hypothèse du gouvernement se base sur un interrogatoire mené auprès des patients. Tous auraient mangé un donut à l'anniversaire. Les aliments cuits, donc exposés à la chaleur, éliminent automatiquement la bactérie. Principal argument des autorités pour écarter le botulisme, sans analyse pour le confirmer. Et jamais on a trouvé de toxines de botulisme dans une pâtisserie. Si c'est une pâtisserie, à quoi bon d'insister sur analyse de chercher de botulisme dans quelque chose qu'on n'a pas trouvé? Selon nos informations, certains malades affirment ne pas avoir mangé de donuts. En cas de botulisme, Madagascar ne dispose pas du remède. Pour que l'Organisation mondiale de la santé fournisse le sérum antibotulinique, les autorités doivent déclarer au moins un cas suspicieux.